Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là avec vous et puis je vous remercie de cette invitation. Et on va passer 2 heures ensemble. Donc, pour me présenter un peu plus en détail, Sabrina Roy, je suis maîtresse de conférences en psychologie du travail. Je suis également psychologue du travail, donc praticienne. Et puis j'ai une expérience d'une dizaine d'années dans le champ de la prévention des risques psychosociaux au travail. Voilà. Donc moi j'arrive en fin de parcours, puisque vous avez vu mes collègues précédemment, et avec moi je suis chargée d'apporter en tout cas quelques éléments sur la question de la santé au travail et des pratiques d'intervention. Alors, en introduction, sur ces questions, peut-être que j'aimerais commencer par dire que sur les questions de santé au travail, il y a une multitude d'approches, il y a une multitude de courants qui sont abondamment d'ailleurs renseignés dans la littérature, et c'est finalement des approches qui vont s'organiser le long d'un continuum qui nous donnent différentes visions des liens qui s'établissent entre le travail et la santé. Une première vision, on va dire, qui considère le travail plutôt comme quelque chose de pathogène, qui va plutôt privilégier du coup une approche par les risques. C'est également des approches issues du courant de la psychopathologie du travail, qui a permis aussi de mettre en avant les différentes conditions d'émergence des névroses professionnelles. Donc, voilà, on va dire un premier axe qui s'oppose à une autre vision, une autre manière de considérer les liens santé-travail, avec une approche plutôt qui voit le travail comme un opérateur de santé et une approche plutôt axée sur le développement des ressources psychosociales. Donc on a comme ça, alors avec plus ou moins de complémentarité, ça se combine, ça s'articule, mais on a vraiment cette polarisation entre travail pathogène, prise en charge du risque à éviter, l'altération à éviter par des mesures, et puis de l'autre côté une approche avec une vraie reconnaissance du travail et de sa fonction psychologique pour les individus, et un développement par les ressources psychosociales. Donc du coup mon intervention, elle s'organisera autour de ces 2 pôles. Donc un premier rapport sur la prévention en matière de risques psychosociaux, et puis l'intervention en matière de développement des ressources psychosociales. Alors il m'a paru intéressant aussi, pour pouvoir bien introduire le sujet des questions de santé au travail et d'intervention, de faire un détour par la définition du travail, mais comme me l'a appris finalement ma discipline à moi, qui est la psychologie du travail. Et j'aime beaucoup une première définition qui est donnée par Philippe Dalzy, peut-être que vous connaissez, il est professeur de médecine du travail à Lyon. Et il définit assez bien pour moi, en tout cas l'activité réalisée. Il dit que le travail, c'est l'activité déployée par les hommes et les femmes pour faire face à ce qui n'est pas déjà donné par l'organisation prescrite du travail. Donc lui, il nous dit, c'est vraiment intelligent, il nous dit finalement, le travail, c'est déjà pas la tâche. C'est-à-dire qu'il y a, et puis il y a beaucoup de travaux en ergonomie qui ont mis en évidence qu'il y a toujours un écart, et je pense que vous l'avez bien senti, un écart entre la prescription, c'est-à-dire le travail prescrit, tel qu'il est défini quand même dans un idéal d'organisation du travail. Si tout se passe bien, c'est ça le prescrit. Un écart entre ce prescrit et finalement le réel de mon travail. Et cet écart-là fait que le travail, c'est avant tout une épreuve subjective. Il n'y a pas de travail sans effort. C'est une épreuve subjective où l'individu va devoir mobiliser toute son intelligence pratique, toutes ses combines, ses ficelles de métier, il va devoir aussi faire preuve de transgression, il va devoir transgresser des procédures. On dit même que parfois le travail c'est tricher. Et donc c'est véritablement une épreuve subjective où on va devoir inventer, créer, et cet écart-là fait que cette mobilisation, elle peut soit être source de souffrance. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Dejour, mais il dit que travailler, c'est justement faire l'expérience de la souffrance, parce que justement, on a un réel qui nous résiste, et donc travailler, c'est d'abord échouer, et c'est notre capacité à endurer cette souffrance qui fera que peut-être on arrivera à le dépasser pour le transformer en plaisir.
Alors, Christophe Dejour, il est psychodynamicien, il fait plutôt des recherches en psychodynamique du travail. Donc ça, c'est une première définition qui permet de montrer que voilà, il y a un écart entre la tâche et l'activité réalisée et que du coup, dans les actions de santé au travail, on va devoir être attentif non pas à la tâche pour comprendre les risques qu'elle contient, mais aller entendre finalement l'activité telle qu'elle est réalisée par les individus et les collectifs de travail. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a une deuxième définition que j'aime beaucoup, qui est un peu mon mentor, si on peut dire, une définition de d'Yves Clos en 1999 qui dit finalement l'activité, c'est donc pas la tâche. Je sais que ça part un peu dans tous les sens au début, mais l'activité, c'est pas la tâche, c'est pas seulement l'activité réalisée, c'est-à-dire ce que je fais, mais l'activité, c'est aussi ce que je ne peux pas faire, ce que je n'arrive pas à faire. Et donc, il a introduit ce concept d'activité empêchée, et donc tout ce que je ne peux pas faire fait aussi partie de mon activité, et c'est une tension continue avec laquelle je dois composer quand je travaille, et qui va aussi avoir un impact sur ma santé. Donc il a aussi développé, alors il est peut-être, c'est l'auteur pour moi central sur le développement des ressources psychosociales, parce que justement il part du principe que souvent l'individu souffrant il est dans une activité rétrécie, où il est amputé de son initiative, et que l'intervention elle va être là justement pour redéployer son pouvoir d'agir sur sa situation de travail et en lien avec son collectif de travail. Alors du coup, vous voyez que ces deux définitions, elles ont des implications aussi sur la prise en compte de la santé au travail. Alors la première approche, c'est celle des risques, et notamment la prévention des risques psychosociaux au travail. Alors, les risques psychosociaux au travail, on les définit comme un risque professionnel qui a la particularité de se traduire dans une altération de la santé mentale. Ce qui n'exclut pas des conséquences pour la santé physique, mais c'est vraiment ce qui est au centre, c'est la prise en compte de la santé mentale. Et c'est un risque qui va être à l'interface de l'individu et de sa situation de travail. On a l'impression que comme ça c'est bien défini, mais en fait, la notion de risques psychosociaux c'est quelque chose de peu clair. D'ailleurs, ce n'est pas un concept scientifique. Et on est souvent bien embêté pour le définir. Et on a l'impression, vous voyez, que c'est un gros gâteau qu'il faut manger une part de chaque, c'est-à-dire que c'est pas clair parce que dans cette catégorie, une catégorie plutôt sociale, on va intégrer à la fois les risques, des troubles. Donc on a, de manière assez dominante dans le champ de la prévention des risques psychosociaux, toutes les questions liées au stress au travail. On a ensuite le burn-out, l'épuisement professionnel, qui implique des modalités d'intervention différentes. On voit assez bien prévention du stress au travail, c'est-à-dire des interventions qui vont nous aider, dans un premier temps, à identifier les facteurs de stress dans les situations de travail. Deuxièmement, à permettre à des salariés, à des agents, de mieux s'adapter à ces risques-là. On a en gros deux entrées avec le stress. Avec l'épuisement professionnel, on va en avoir une troisième qui va être la prise en charge psychologique, puisque là, dans l'épuisement professionnel, on assiste véritablement à l'effondrement physique et émotionnel d'une personne. Donc il va y avoir toutes les démarches d'accompagnement et de soins auprès du sujet. On a dans le champ de la prévention des risques psychosociaux au travail des violences au travail. J'ai longtemps travaillé sur la question des violences au travail, qui vont se décomposer en deux niveaux. Les violences dites externes, c'est-à-dire les violences plutôt déclenchées par des personnes extérieures à l'entreprise, les clients, les usagers. Et on a beau faire, on a beau parler du stress, on a beau parler de l'épuisement professionnel, mais souvent, pour certains salariés et agents, le premier risque au travail, c'est l'autre, c'est-à-dire le sujet que je dois accompagner ou que je dois satisfaire bien avant d'autres préoccupations. Je pense, j'ai le souvenir, voilà, par exemple, des conducteurs de bus, où vraiment le premier risque, c'est l'autre avec lequel pourtant je dois travailler tous les jours dans mon activité ordinaire. Et puis les violences dites internes, donc celles qui vont plutôt se développer dans les relations de travail. Et on a notamment le harcèlement moral qui a pris beaucoup de place. On en parle moins aujourd'hui, mais il a pris beaucoup de place par le passé. On a aussi dans le champ d'intervention des risques psychosociaux au travail, l'action des addictions en lien avec le travail.
On va avoir aussi toute l'intervention autour des plans sociaux qui font partie. Aussi, quand on est consultant dans le champ de la prévention des risques psychosociaux, on peut être amené à accompagner un plan social, c'est-à-dire accompagner des salariés qui seront amenés à faire le deuil d'une place, le deuil d'un métier. Et puis, toute la thématique également sous le feu des projecteurs, beaucoup, la question des suicides et des tentatives de suicide qui mobilisent différemment les acteurs dans l'entreprise, ce qui est aussi très importante à considérer. Alors, sur les risques psychosociaux au travail, on a, je l'ai dit, c'est pas un concept scientifique, on ne sait pas forcément par quel bout le prendre, c'est pas véritablement une catégorie juridique, c'est-à-dire qu'il n'est pas inscrit comme ça dans notre code du travail, même s'il y a des textes. Donc il est quand même encadré. Il y a un cadre légal. Le cadre légal, dans notre code du travail, effectivement, l'employeur est tenu de nous protéger la santé physique et la santé mentale de ses salariés. Puis il y a eu un accord signé en 2008 et en 2009 dans les entreprises publiques entre les partenaires sociaux sur justement la prise en compte des questions liées au stress au travail notamment. Ils se sont mis d'accord sur une définition du stress au travail alors qu'il y en a des tas. Et puis, mais ce qui est intéressant, c'est finalement de voir que la santé mentale, elle n'y était pas au début dans le code du travail. Et c'est uniquement, on a pu inscrire dans le code du travail l'obligation de protéger la santé mentale à partir de la prise en compte des violences au travail et notamment du harcèlement moral. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous ai mis l'ouvrage de Marie-France Irigoyen, c'est-à-dire qu'auparavant, on parlait plutôt de violences externes, et l'ouvrage de Marie-France Irigoyen a été, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ouvrage qui nous parle du harcèlement aussi dans la sphère conjugale, mais il y a un chapitre sur le harcèlement au travail, et il a eu un retentissement public et social très important. Et il a déclenché tout un tas de rapports et une modification de notre code du travail. Et à partir de là, on a inscrit la question de la santé mentale. Donc c'était vraiment intéressant. Alors, quelles sont les grandes thématiques d'intervention dans le champ des risques psychosociaux au travail? Le stress. Voilà, le stress au travail. Je ne vais pas définir, et je pense que mon collègue Philippe Sermin s'en est chargé déjà. Je ne vais pas définir en détail. Peut-être vous dire déjà qu'on le définit de manière consensuelle comme un déséquilibre entre la demande que me fait mon environnement quand je travaille, c'est-à-dire les différentes exigences que je dois atteindre, c'est-à-dire mes objectifs, la quantité de travail, la qualité, les différents critères de qualité du travail, le respect des procédures, un certain niveau de responsabilité, sachant que il y a des demandes explicites, mais pas que. Quand on travaille, on a d'autres demandes aussi qui sont implicites, mais qui font partie de mon activité. Donc un déséquilibre entre ces demandes-là, et puis finalement, les appuis, les ressources que je peux avoir à ma disposition pour faire face à cette demande-là. C'est-à-dire mes connaissances, mes capacités, et puis les relations de travail, le soutien social, le soutien technique de ma hiérarchie, qui vont permettre à un moment donné de me sortir de cette affaire. Alors c'est un déséquilibre, et puis on a différents modèles, et ces différents modèles, ils ont impacté de manière importante la question de l'action, justement, en matière de prévention. Différents modèles, alors là je vous les cite un peu dans l'ordre chronologique. On a eu plutôt, dans un premier temps, un modèle biologique du stress au travail. C'était Anseli, il y a quand même pas mal d'années, qui nous disait que le stress, c'est un syndrome d'adaptation et une réaction de l'organisme suite à quand il va recevoir différentes menaces de son environnement. Donc c'est une réaction physiologique. Donc il a étudié avec des petites souris, d'accord. Et ensuite, on est passé de ce stress-là, alors il avait mis en place différentes phases, une phase d'alarme, une phase de résistance et puis une phase d'épuisement. Et ensuite, on est passé de ce stress des biologistes, on ne parlait pas d'ailleurs encore de stress au travail, mais au stress des psychologues. Et les psychologues, ils ont amené quelque chose d'intéressant, mais pas que. Ils ont amené cette idée que le stress allait dépendre de la perception que l'individu avait justement de l'exigence qu'on lui demandait. C'est-à-dire la perception de l'alerte et de la perception du contrôle qu'il a pour répondre.
Donc ils ont introduit la question d'une double perception. Donc c'est pas faux parce que c'est un modèle qui est éprouvé scientifiquement, avec des données à l'appui, etc. Mais ce qui a eu une conséquence importante dans l'intervention en santé au travail, c'est que du coup c'est un modèle qui a introduit une variabilité interindividuelle. C'est-à-dire que oui, on ne perçoit pas tous de la même manière les alertes, et notamment dans le monde du travail, et on ne perçoit pas tous de la même manière nos ressources pour répondre. Et en intégrant cette idée de variabilité individuelle et de perception, on peut avoir aussi des acteurs d'entreprise qui peuvent vous dire si c'est une histoire de perception, autant changer de perception. Et donc on a beaucoup diffusé des actions type comportementales pour permettre aux individus de relativiser l'alerte pour mieux gérer leur stress. C'est assez répandu dans les organisations aujourd'hui. Et puis ensuite, on a eu la diffusion de nombreuses enquêtes nationales sur les questions de santé. Et à partir de là, on a vu qu'il y avait vraiment une spécificité du stress au travail. Et donc là, les épidémiologistes, plutôt santé publique, ont défini des modèles du stress professionnel. Les deux plus connus, c'est le modèle du Karasaki-Théorème, qui met justement en rapport ce qu'on me demande et la latitude que j'ai pour répondre, puis définit différentes situations de travail à partir de là. Il a introduit aussi la question, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas tous les états de... On ne vit pas les mêmes difficultés au travail dans la mesure où on va percevoir qu'on peut compter sur les autres. Donc il a introduit l'idée d'un soutien social qui va venir modérer les états de stress. Et puis on a un autre modèle, le modèle de Siegrist en 1996, qui finalement, lui, nous dit que le stress, c'est un déséquilibre, on est toujours dans le déséquilibre, mais entre les efforts que je fournis pour travailler et les récompenses que je reçois en retour. Sachant que les récompenses, le retour d'estime, c'est-à-dire la reconnaissance de mon travail comme un travail bien fait, c'est-à-dire ma qualité professionnelle, le retour monétaire, si tous les jours on me dit que je travaille bien, forcément qu'à un moment donné, peut-être j'aurai envie qu'on me rémunère plus, et puis le retour par les promotions, l'évolution, et puis la stabilité professionnelle en termes d'emploi de contrat de travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire, oui, on a des modèles, mais c'est important de voir aussi comment les salariés s'expriment. Moi, j'ai beaucoup entendu de salariés me parler de leur activité de travail. Et finalement, quand eux, ils me parlaient de leur travail, ils ne mobilisaient pas de définition du stress. Ils ne disaient pas, oui, je ressens un déséquilibre entre ce que je vis, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, etc. Et donc, ils parlaient avec leurs mots. Et je trouve que c'est intéressant de voir que justement, à partir de petits extraits d'entretien, on peut voir derrière justement ces différents modèles théoriques que je vous ai présentés précédemment. Donc, par exemple, une personne qui nous dit je suis surchargée, on voit bien cette question de déséquilibre entre ce qu'on lui demande et puis finalement les moyens qu'elle a pour y répondre. Une autre personne qui dit là je me sens constamment sous pression. On entend souvent ça, cette question de la pression. Il y a cette idée d'un niveau d'exigence élevé et puis en même temps de responsabilité, il faut rendre des comptes. C'est la difficulté aussi, cette demande implicite dont je parlais tout à l'heure. D'autres personnes qui nous dit je n'ai pas le temps de faire tout ce que l'on me demande de faire. Donc là, on a aussi cette idée d'être débordé dans les questions du stress au travail et de se retrouver dans un déséquilibre permanent. Là, c'est intéressant, une personne qui dit je travaille sans filet et parfois j'ai peur des retombées. Donc là, on voit bien qu'effectivement, c'est un travail qui mobilise de l'initiative, avec un travail assez isolé, et puis une absence justement de soutien technique pour orienter ce salarié et du soutien social de ses collègues, avec un niveau de responsabilité important aussi. J'ai l'impression de faire plein de tâches en même temps, mais d'en faire aucune, c'est-à-dire que le stress au travail, s'il a des impacts sur la santé, il va aussi avoir des impacts sur la qualité du travail. Et finalement, moi j'aime bien dire que, parfois l'individu ne peut pas faire tout le temps du bon travail. Si on rentre un soir et qu'on se dit, aujourd'hui, je n'ai pas forcément travaillé comme je voulais, j'aurais aimé mieux faire, je veux dire, c'est pas ça qu'on va être malade. Mais si tous les jours je quitte mon travail en me disant que j'ai fait du sale boulot, forcément qu'au niveau de mon identité et de ma santé, je vais être attaquée. Donc c'est ce qu'on appelle la qualité empêchée qui a vraiment des effets très importants sur la santé.
Voilà, je ne pars pas le soir en me disant que j'ai fait du bon travail. Et là, c'est intéressant, un salarié qui peut dire « je n'attends plus rien, je fais ce pourquoi je suis payé et c'est tout ». On entend parfois cette attitude-là, c'est ce qu'on appelle le retour au prescrit. Donc là, on a un salarié finalement qui ne veut plus sortir de sa tâche. Tout à l'heure, dans la définition du travail que je vous disais, que je vous donnais, pour travailler, il faut sortir de sa tâche. Et bien là, non, c'est plus possible. On est dans le risque d'épuisement aussi. C'est-à-dire, dans l'épuisement professionnel, on a toujours une étape justement où on dépersonnalise le travail pour pouvoir continuer de tenir dans cette épreuve. Et là, on voit bien que ce retour au prescrit, finalement, ça ne tient pas longtemps au niveau de l'individu, déjà, c'est assez fragile, et puis ça vient contaminer aussi beaucoup les relations de travail. Alors, du coup, l'épuisement professionnel, c'est pas parce qu'on est stressé qu'on sera épuisé, mais ça peut être une conséquence en tout cas. C'est-à-dire, l'épuisement professionnel est une conséquence possible de l'exposition prolongée à une situation de stress au travail. Alors, c'est bon, voilà, Maslach, qui a beaucoup étudié ce processus d'épuisement professionnel, elle a identifié 3 phases. Une première phase qu'elle appelle l'épuisement émotionnel, où effectivement, si l'individu, dans son quotidien au travail, il doit être amené à résister, elle parle, en tout cas, on va assister à un dépassement de ses ressources, et puis à une perte d'énergie, et puis à l'accumulation de tensions et de frustration. Donc la première étape, l'épuisement émotionnel, et puis dans la mesure où le salarié cherchera encore à tenir, il va faire intervenir justement cette phase de dépersonnalisation, c'est-à-dire développer justement des attitudes de retrait pour mettre à distance le travail, pour ne plus être impliqué émotionnellement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne tient pas longtemps et rapidement se développe une perte d'intérêt pour les activités professionnelles et aussi le sentiment de ne pas être compris. Et puis dans le modèle de Maslach, il y a ensuite une dernière phase qui concerne la perte d'accomplissement personnel, avec des doutes sur les capacités professionnelles et puis parfois l'effondrement psychique et émotionnel d'une personne et l'effondrement physique. Un épuisement professionnel, on n'est pas épuisé en 2 minutes, ni en 2 jours. C'est vraiment un processus qui s'installe dans le temps. Et la prise en charge psychologique est assez longue. Et les conditions de retour au travail sont aussi très importantes. Parce que c'est des personnes parfois qui ont développé un sentiment d'incapacité, à la fois dans le travail, mais pas que. Sur différentes sphères d'activité, justement. Alors, pour les violences au travail, très rapidement, les violences au travail, comment les aborder On les aborde souvent dans l'entreprise par les conflits, justement. Et moi, j'aime beaucoup faire la différence entre le conflit et la violence. Parce que finalement, si on devait dire très rapidement la différence entre le conflit et la violence, en tout cas de mon point de vue, c'est que le conflit, c'est un désaccord. Voilà, on n'est pas d'accord. Et finalement, dans la relation, on est dans un conflit d'égal à égal, c'est-à-dire on respecte à l'autre son droit à la parole, à donner son point de vue, son droit à exister dans sa dignité, et on lui reconnaît un statut de sujet. Alors que dans la violence, il se joue une bascule où l'autre va prendre le dessus par la force, par l'intimidation. Il va me nier un droit à la parole et il va me nier un droit à exister en tant que sujet. Donc dans la violence, je deviens objet. Donc il n'est surtout pas question de prévenir les conflits. En plus, les conflits... alors l'entreprise n'aime pas les conflits par contre. Pourtant, elle est très bien organisée pour les réguler. Malheureusement. Heureusement, elle... Par contre, voilà, on sait que la meilleure prévention des violences, c'est de pouvoir réguler les conflits. Et sur l'approche par le développement des ressources, on dit même que il faudrait développer le conflit sur le travail pour développer la santé. Il faudrait développer les disputes professionnelles sur les conditions d'un travail bien fait pour que tout le monde soit centré sur l'activité et éviter les querelles de personnes. Donc ça, c'est assez intéressant. Déjà, donc,
bien distinguer, il ne s'agit pas de prévenir les conflits, parce que justement les conflits c'est du développement de ressources psychosociales et c'est du développement de la santé, dans l'approche que je donnais en introduction, qui n'est pas celle des risques psychosociaux. Et il faut bien savoir de quoi on parle quand on parle de violence. On peut être victime d'une violence, on n'est jamais victime d'un conflit. En tout cas, on ne peut pas demander réparation et des indemnités à la justice. D'accord ? Alors, dans les risques psychosociaux, on parle de violence au travail comme un objet très spécifique. Donc on a deux grands niveaux, les violences dites externes, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, qui là font référence à des agissements de personnes extérieures, et qui vont plutôt concerner, du point de vue de l'action dans l'entreprise, l'action en prévention. Sur la question des violences au travail, on intervient soit en prise en charge post-traumatique, c'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire, lorsque les gens ont été agressés. D'accord ? On appelle ça des débriefings collectifs ou individuels, c'est-à-dire qu'il faut déchoquer les gens qui ont été confrontés à cette violence, mais aussi les témoins qui étaient autour. Donc il y a beaucoup d'interventions, puisqu'il y a des secteurs, comme je le disais tout à l'heure, qui sont naturellement exposés à ce type de violence externe de par leur métier. Je suis bijoutier, je suis chargé de clientèle dans une banque, je suis caissière dans une grande distribution, je suis travailleur social dans une institution, une association, d'accord ? Donc je peux être naturellement exposé à ce type de risque. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des procédures de prise en charge post-traumatique de ces salariés agressifs. Et on intervient aussi beaucoup sur les violences externes en prévention, qu'on appelle la prévention secondaire, je vous présenterai tout ça après, c'est-à-dire des actions qui vont viser à développer des ressources pour mieux faire face à l'agressivité, notamment par la formation par exemple. Être en formation avec son équipe pour à un moment donné comprendre comment ça fonctionne la violence externe, être en mesure individuellement ou collectivement de désamorcer des conflits pour revenir finalement justement à la situation de problème, c'est-à-dire au conflit, et sortir de la violence. Donc on a deux grandes actions tertiaires sur le soin, finalement le soin, d'accord, l'accompagnement psychologique, réhabilitation, et puis le développement des capacités d'intervention dans la situation de travail pour mieux faire face à cette exigence de la relation à l'autre. C'est-à-dire que dans les violences externes, on a quand même très peu d'interventions centrées sur l'organisation du travail, alors parfois on a des aménagements ergonomiques, on met des vitres, on met des lignes par terre, mais on a très peu en tout cas d'implication des acteurs dans l'entreprise sur comment les traiter en amont finalement. On le fait peu en tout cas. Alors que c'est essentiel de faire travailler l'institution là-dessus. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure sur la limite entre le conflit et la violence, c'est important que les personnes puissent savoir, dans ma situation de travail, où est-ce que je mets cette ligne de partage entre le conflit et la violence. Dans ma situation de travail, c'est-à-dire jusqu'où je peux continuer à aider quelqu'un. À partir de quel moment j'ai le droit par exemple de raccrocher au téléphone parce qu'il commence à trop m'agresser. À quel moment donné je suis plus sujet dans la situation. Les individus, ils peuvent mettre le curseur un peu où ils veulent, puis le mettre collectivement. Mais une institution doit mettre clairement la limite entre le conflit et la violence. Parce que si elle ne met pas cette limite-là, ça veut dire pour le salarié finalement qu'elle négocie avec la violence, et il peut se diffuser comme ça beaucoup de sentiments d'abandon dans les collectifs de travail. Donc la violence externe, elle ne nous questionne pas uniquement sur notre capacité à faire face à des gens qui nous veulent du mal, mais elle doit interroger aussi l'institution qui doit porter aussi cette limite entre le conflit et la violence, et ça c'est aussi valable pour les violences internes d'ailleurs, c'est-à-dire les conflits entre salariés. Alors, je viens aux questions de violence interne. Violence interne, des violences qui vont se développer dans les relations de travail. Alors on peut avoir des comportements de violence qui ressemblent aux violences externes, c'est-à-dire des salariés qui s'insultent, des salariés qui s'agressent. Et puis dans la violence interne, on va avoir des actes, des comportements plus spécifiques aux violences internes, des conflits exacerbés, on va avoir des actes de sabotage, et puis on va avoir aussi comme objet plus spécifique le harcèlement moral. Là, je n'ai pas le temps de définir.
Alors après, au niveau du coup des différentes interventions sur les questions de violence interne, alors beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font, en tout cas qui déclenchent des interventions dites en situation dégradée, c'est-à-dire on a une équipe de travail qui est en situation très dégradée, dégradée du point de vue des relations de travail, c'est-à-dire que là on est vraiment dans la querelle, mais là c'est joliment dit, interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à parler du travail, c'est-à-dire que c'est dégradé du point de vue des relations de travail, mais c'est également dégradé du point de vue du travail, parce que si on n'arrive plus à parler du travail, c'est quand même beaucoup plus compliqué de travailler, et de bien travailler, et dégradé du point de vue de leur santé. Il y a beaucoup d'interventions comme ça qui se diffusent, alors de différentes manières, des interventions qui vont aller directement regarder la relation, et avec des actions par exemple de médiation, pour que tout le monde y trouve son compte, on va essayer de faire des compromis, mais des fois on est allé tellement loin dans la violence entre collègues que c'est plus possible de revenir sur des relations favorables, on va dire, de travail. Reprofessionnaliser les relations de travail, ça devient compliqué. Et puis on a d'autres interventions qui vont, c'est-à-dire, elles ne vont pas aller directement sur la relation qui dysfonctionne, mais elles vont aller faire le détour en essayant de faire un diagnostic des situations de travail, et aller regarder l'activité, telle que je l'ai définie tout à l'heure avec Dalzy et Yves Clos, voir ce que c'est que travailler pour ces gens qui sont aujourd'hui en grande difficulté, et à partir de là, essayer de les recentrer sur l'activité. Donc on a deux grands types d'interventions, on dit en collectif dégradé. Sur le harcèlement moral, on aura plutôt des recours individuels en justice, peu, hein, mais en tout cas c'est une démarche individuelle. On a aussi beaucoup sur le harcèlement moral des sensibilisations. Alors, on a beaucoup plus avant, sensibilisation auprès des CHSCT, auprès de l'encadrement, qui se sent aussi assez menacé par ces questions. Sensibilisation à la question des violences internes, au harcèlement moral au travail. Souvent on leur dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et puis des interventions, alors là on l'avait beaucoup plus dans les années 2000, 2005, notamment dans les collectivités territoriales, collectivités publiques, c'était des dispositifs d'écoute et de traitement des situations de violence interne, avec différents niveaux d'intervention. Donc on a encore ce qu'on appelle des fois des cellules d'écoute, qu'on a élargi maintenant aux risques psychosociaux et aux souffrances au travail. Et c'était l'idée d'avoir la possibilité de sortir de l'isolement, parce que le harcèlement moral, c'est un processus qui nous isole, de sortir de l'isolement pour aller faire part de sa difficulté à un collègue, parfois, qu'on appelle un écoutant volontaire pour écouter, et ensuite de rentrer dans un processus de traitement collectif de la difficulté. Alors avec plus ou moins de réussite, mais souvent quand même, ça débouche sur des mutations, malheureusement, alors que ça pourrait déboucher sur autre chose. Mais voilà, l'approche centrée sur le risque, finalement, elle personnalise beaucoup les réponses. Voilà, pour dire vite. Hein. Alors, on a un modèle qui est assez intéressant, justement pour essayer de comprendre à la fois comment intervenir sur les contraintes de travail, mais aussi comprendre comment on peut aussi préserver des espaces de ressources. C'est un modèle qui nous vient de l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et qui, avant on l'appelait le modèle des tensions, c'est un modèle ergonomique. Aujourd'hui on l'appelle le modèle C2R, contraintes, ressources, régulation. Il est intéressant. Pour moi, c'est véritablement un outil de travail sur les questions santé-travail. Déjà parce qu'il va rentrer par le travail réel, celui que je définissais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois ce que je fais, mais aussi tout ce que je ne peux pas faire, mais qui continue d'exister dans mon activité. Et autour de ce travail réel, vont s'organiser différentes zones de tension qui vont pouvoir mettre en tension mon activité réelle. D'accord ? Donc la première tension, dans ce modèle-là, elle est du côté des contraintes de travail, c'est-à-dire du côté du prescrit, justement, de la tâche, du côté de l'organisation du travail, puisqu'elle me donne cette organisation du travail, elle me donne une fonction, une fiche de poste, des objectifs, des procédures à respecter, des horaires, une répartition des rôles, un circuit de validation, c'est-à-dire quelque chose qui m'est impersonnel, c'est-à-dire que le prescrit, je ne négocie pas avec.
Et ce prescrit-là, il va rentrer effectivement en tension avec ma réalité de travail au milieu là. Mais il y a cette idée d'un ressort parce que finalement, c'est pas parce que ça bouge que j'en deviens malade. C'est justement parce que ça bouge que je peux aussi développer des ressources, des compétences, des savoir-faire et développer ma santé, développer mon identité. Et c'est cette idée que parfois le ressort, il va trop se tendre et qu'à partir de là, on peut effectivement être dans une situation délétère pour la santé. Alors ensuite, sur l'axe horizontal, entre ce qu'on me demande finalement, parce que le carré orange, là, un peu orange fluo, c'est ce qu'on me demande. Entre ce qu'on me demande, mon activité réelle, en face, il va y avoir ce que ça me demande à moi. Ce que ça me demande, cette activité, ben, ça va me demander des compétences, une formation. Travailler, ça va me demander aussi une implication émotionnelle. Et oui, tout travail. Ça va me demander aussi, parfois, pour mettre en équilibre tout ça. Est-ce que je fais un équilibriste quand je travaille? Ça va me demander aussi, parfois, de négocier des choses. Alors, jusqu'où je suis prêt à négocier des choses? Des individus qui sont prêts à négocier leur vie privée. C'est-à-dire, en plus c'est facilité par aujourd'hui beaucoup les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc bah, effectivement, si j'ai un déséquilibre un peu lourd sur mes contraintes de travail, la manière dont je vais le négocier souvent, c'est de rapporter mon travail dans ma vie privée. Et à partir de là, je négocie quelque chose. Je m'en contente ou pas, mais en tout cas, je le négocie. Ce que ça va me demander aussi parfois de travailler, ça va me demander de négocier avec mes valeurs. Tout à l'heure, on parle. Voilà, ce que je disais, c'est que il est très important de pouvoir se reconnaître dans un travail bien fait. Parfois, je vais devoir négocier avec ça. Mais si tous les jours je dois négocier avec ça, eh ben, ce sera aussi délétère pour ma santé. Et puis ça va me demander aussi, parfois, de négocier avec ma santé, justement. D'accord? Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il y a un autre axe, et celui de dessous, dans un premier temps, les relations professionnelles, c'est-à-dire que entre ce qu'on me demande, mon activité réelle et ce que ça me demande, c'est important que je puisse m'appuyer sur les autres pour y arriver. C'est-à-dire que j'ai besoin de l'appui technique de ma hiérarchie, c'est quand même bien si ma hiérarchie connaît mon métier, mais si je dois faire sans, voilà, je le ferai sans, mais ce sera plus difficile. Dans ces relations professionnelles, j'aurai aussi le soutien social de mes collègues, leur entraide, l'entraide, entre la coopération. J'aurai besoin aussi de régulation, c'est-à-dire des manières de s'adapter ensemble, des attendus du collectif de travail qui vont me guider quand je travaille. Puis j'aurai besoin aussi d'espaces formalisés, il y en a peu, pour parler des dysfonctionnements de l'organisation du travail, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. J'aurais besoin de ça pour pouvoir m'adapter. Parce que souvent on parle des dysfonctionnements dans des espaces informels, quand on prend un café, quand on va fumer une cigarette, dans un couloir, rapidement comme ça, après la réunion. Mais on en parle rarement dans des espaces vraiment officialisés pour ça. Pourtant, il y a de plus en plus de réunions, mais pas ce qu'on parle. Et puis, on a un axe tout en haut, qu'on appelle, qui fait plutôt référence à la question du contexte dans lequel évolue l'entreprise et toute la dynamique des changements. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de changements dans les entreprises, beaucoup de structuration, restructuration, fusion. Enfin, ça change tellement, il faut s'adapter. C'est-à-dire que la compétence première qu'on doit avoir, des fois, c'est celle de s'adapter à des changements. C'est même plus la compétence technique par rapport à notre métier, c'est cette capacité de s'adapter à des changements multiples. Et ces changements vont venir, évidemment, bouleverser mon activité quand je travaille, mon activité réelle. Ça va me demander, justement, puisque c'est un modèle systémique, de venir m'appuyer sur les autres, ou si je ne les ai pas, ben, peut-être que le répondant il sera individuel, il sera plus difficile de répondre par l'individuel. Et puis, dans cette sphère-là tout en haut, c'est évidemment aussi tout ce qui concerne l'histoire de mon institution, son projet, qui vont aussi nourrir un sens dans mon travail. Voilà. Ça, c'est un modèle assez intéressant, puisqu'il permet à la fois de lire des contraintes, lire des risques, mais aussi lire des ressources autour de l'activité de travail. Et c'est un modèle qui permet de dire que si on ne fait pas le détour coûteux de passer par l'activité de travail, on n'est pas dans des conditions favorables pour développer la santé au travail. C'est-à-dire que si par exemple on prend l'exemple des relations de travail, tout à l'heure je parlais des collectifs dans des relations vraiment de violence importantes, internes,
c'est des gens qui ne font plus de détour pour aller parler du travail, c'est-à-dire que hop, ça se passe comme ça dans un face-à-face entre toi et moi, et dans des dysfonctionnements relationnels, interpersonnels. Donc, dans l'intervention, l'enjeu, ça va être justement de ramener les gens vers l'activité de travail à partir de différents types d'interventions que je citais tout à l'heure. Mais il va falloir aussi que la direction qui porte là-bas le prescrit ramène les gens vers l'activité de travail, parce que souvent, on s'aperçoit que quand on a beaucoup de conflits interpersonnels dans les équipes, le prescrit n'est pas très bien défini. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de limite entre les rôles de chacun. Il y en a qui prennent des rôles officieux sans qu'on leur demande, mais ça arrange un peu tout le monde. Et qu'à partir de là, on est souvent dans des conditions assez favorables aux violences internes. Donc il va falloir que la direction qui porte le prescrit refasse un travail justement pour mettre des limites entre les rôles de chacun et les fonctions. Alors, les stratégies de prévention. Sur la question des risques psychosociaux au travail, on a 3 stratégies d'intervention. Et ces stratégies ont été définies à partir du modèle du stress uniquement. Après, on a intégré que les risques psychosociaux, mais c'est vraiment le modèle du stress qui a été ici central. Et donc, on a, vous voyez, découpé 3 morceaux. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 3 stratégies d'intervention. Il y a 3 morceaux, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui va concerner les causes du stress, constituent généralement dans l'organisation du travail. On va qualifier de prévention primaire. Ensuite, au milieu, on va avoir la prévention secondaire, c'est-à-dire le processus du stress. Là, quand je suis dans ma situation de travail en train de faire face, en train d'essayer de répondre à des exigences, que je ressens ce déséquilibre, mais que je ne suis pas malade, hein, mais que je ressens ce déséquilibre, prévention secondaire. Et puis, on aura ensuite, à gauche, toutes les questions liées aux conséquences du stress, qu'on va qualifier de prévention tertiaire. Alors, c'est des modèles qui sont assez parlants, c'est opérationnel. Ils nous ont été donnés par les sciences de la gestion et l'épidémiologie, qui s'inspire aussi des modèles toxicologiques. Donc parfois on a des mots un peu curieux pour parler de santé psychologique au travail. Donc à partir de là, on a défini des objectifs, des cibles. Alors par exemple, si on prend l'exemple de la prévention primaire, là on va être axé sur les causes, on va regarder l'organisation, et puis les objectifs tels qu'ils ont été définis, on va rechercher à éliminer ou réduire la présence de risques ou d'agents pathogènes. Moi je le retraduis toujours un peu autrement. Je dis c'est l'effort d'identifier les facteurs de risque psychosociaux en vue de les supprimer, les éviter, les diminuer, etc. Donc là, ça implique une double action dans la prévention primaire, l'identification et la définition de modification de l'organisation du travail. Pour faire ce travail, évidemment, qu'on ne peut pas le faire tout seul, même si on a un super DRH ou un super médecin du travail, c'est bien déjà, mais on aura besoin, parce qu'il n'y a pas un acteur qui détient la vérité sur la santé au travail dans une structure, il va falloir impliquer différents acteurs autour d'un débat, justement, sur qu'est-ce qui fait risque ici. On aura besoin de les impliquer aussi sur la définition de plan d'action. Donc du coup, c'est quand même une stratégie d'intervention qui est assez impliquante pour l'organisation et pour les acteurs, parce que aussi c'est un sujet polémique. La question des causes, c'est un sujet polémique, parce que souvent quand même, les acteurs sont assez naturellement divisés sur la question des causes, justement, entre la question, la responsabilité individuelle ou la responsabilité organisationnelle. Ça n'a pas de soi de faire consensus. Mais c'est important de les impliquer dans ce type de prévention. La prévention secondaire, cette fois, donc là on va être dans la situation de travail, enfin pas avec eux, hein, mais bon, la prise en compte, c'est cette situation de travail, le processus de stress, et donc là les actions, hein, telles que la définition est donnée là, amélioration de la gestion
individuelle et collective des exigences du travail et amélioration des stratégies d'adaptation. Donc là, on est bien sur un modèle épidémiologique, par exemple. Moi, je le retraduis autrement. Je dis que c'est renforcer les ressources individuelles et collectives pour mieux faire face à la situation de travail réelle. Donc, on va souvent passer par des actions de type formation, de type coaching, même si coaching, il y a plus un objectif de performance que de santé, mais en tout cas, c'est un espace aussi où je peux aussi élaborer sur ma façon de travailler et de mieux travailler pour mieux faire face. Ça peut être un espace pour le faire. On va avoir aussi toutes les actions, mais qu'on ne qualifie pas de stratégie, risques psychosociaux, c'est les APP, peut-être que vous en avez, les analyses de pratiques professionnelles, où là, on a une équipe de travail, souvent dans le secteur médico-social, qui va être rassemblée pour discuter de problématiques communes qu'on rencontre dans le travail en vue de trouver de nouvelles manières de faire ensemble, l'analyse de pratiques professionnelles. Et puis on va retrouver différents types d'interventions. Mais là, j'allais dire, l'orientation, elle est plutôt sur l'adaptation. Hein, ce qui dérange beaucoup. Parce que si une entreprise fait que de la formation à la gestion du stress, par exemple, sans se poser des questions sur ce qui fait stress, c'est-à-dire en prévention primaire, c'est questionnant quand même. C'est vraiment questionnant. Si on agit uniquement sur l'axe comportemental. Et puis la prévention tertiaire, là on est axé sur les conséquences, donc on va plutôt être dans des actions, on est avec le sujet épuisé ou en souffrance, qui a subi une violence externe par exemple. Donc là, plutôt des actions type accompagnement psychologique, réhabilitation, retour au travail et suivi de sa situation. Donc plutôt avec des intervenants extérieurs, des psychologues cliniciens, mais on peut avoir des médecins du travail et des responsables RH également qui apportent un appui sur ces questions-là. Alors, au niveau de la prévention des risques psychosociaux, ces différents niveaux, déjà, c'est important de vous dire que le niveau qui est considéré comme le moins efficace, c'est la prévention tertiaire. Je dis attention, moins efficace, mais il a toute son utilité pour les personnes qui en ont besoin. Hein. Mais il est le plus utilisé dans les organisations. C'est-à-dire qu'on a une surreprésentation de la prévention tertiaire. Ça veut dire que dans l'action d'intervention, on rentre par la porte du symptôme, du trouble. Et alors, on considère que la prévention primaire, c'est la façon la plus efficace d'intervenir sur les risques, mais c'est la moins utilisée dans les organisations, même si ça a tendance à changer parce que les organisations sont beaucoup plus poussées qu'avant pour le faire, mais on a quand même une sous-utilisation de la prévention primaire. Donc moi j'ai essayé de lister, puis il y a quelques lectures là-dessus dans la littérature. Souvent, les freins de la prévention primaire, on va dire que voilà, ça nécessite un engagement fort, durable de la direction, mais pas que. Tout à l'heure, je vous disais qu'il faut faire intervenir différents acteurs, les mettre tous autour d'une table. Bon, ils adhèrent pas toujours, tous en tout cas. Il y a aussi cette idée que ça coûte cher de faire de la prévention primaire, parce que ça coûte cher, parce que est-ce que l'intervenant va nous coûter cher et puis, il va falloir modifier l'organisation du travail peut-être. En tout cas, déjà, il va falloir la remettre en question, c'est un premier frein. Et puis, il va falloir peut-être la modifier, ce qui est aussi un deuxième frein. Il y a aussi cette idée reçue que performance et santé, c'est antinomique, ça ne peut pas aller ensemble. C'est une idée reçue. Il y a des recherches qui montrent, faites par des économistes, que faire de la prévention primaire, en fait, c'est être beaucoup plus performant, à la fois pour l'entreprise et son économie, mais aussi pour la santé. Un autre frein qui est très répandu aussi sur ces questions-là, c'est qu'il existe une tendance à individualiser les problèmes qui sont exprimés par les salariés. C'est-à-dire, plus facile de s'expliquer une situation de souffrance par des raisons individuelles, c'est-à-dire que la personne n'est pas à la hauteur, qu'elle est faible, qu'elle divorce, qu'elle a des raisons individuelles.
individualisation, qui vont nécessairement produire ce qu'on appelle de la psychologisation des réponses, c'est-à-dire plutôt des réponses axées sur les personnes, leur comportement, etc. Un autre frein, c'est qu'on ne sait pas ce qui est vraiment efficace finalement, parce qu'on dit il faut faire de la prévention primaire parce que c'est efficace, mais il y a très peu d'évaluation des effets des démarches de prévention primaire. Très très peu. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic, prévention primaire, on identifie le risque, on met en place les mesures, axées sur l'organisation du travail, différentes catégories d'ailleurs, mais ensuite, on n'évalue pas forcément ce que ça a produit. Ça c'est dommage ça quand même. Parce que souvent on dit que c'est trop difficile. Je pense que quand même on peut essayer d'évaluer si ça va mieux quand même. Mais il n'y a pas d'évidence scientifique sur qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Donc on peut avoir un dirigeant qui est très engagé, des partenaires sociaux très engagés, qui a de l'argent, qui n'a pas d'idées reçues, qui n'individualise pas, mais pourtant il ne sait pas forcément si c'est efficace. Et puis un autre frein, peut-être qu'il y en a d'autres, vous me direz, c'est un sujet polémique. Voilà, c'est un sujet polémique, c'est un sujet passionnel. Et qui nécessite de la confiance entre les acteurs. Et donc, pour moi, la meilleure perspective à donner à une intervention en santé au travail, c'est justement de remettre l'activité réelle au centre justement de la discussion. Parce que, après, j'ai pas forcément le temps d'en parler ici, mais c'est-à-dire que, par exemple, au niveau des représentants de la direction, même s'ils n'individualisent pas systématiquement que les causes des risques psychosociaux sont individuelles, parce qu'ils font bien exister le travail, les contraintes de travail, comme le problème de santé au travail. Ils le font. Là, j'ai fait une enquête de ça. Mais par contre, ils continuent d'individualiser les réponses. Et souvent, dans les arguments qu'ils apportent pour l'expliquer, ce paradoxe, ils disent « mais c'est trop dangereux », si le terme est bien approprié, mais c'est-à-dire que rentrer dans un débat sur les contraintes de travail et de l'activité, c'est peut-être prendre le risque de rentrer dans un espace de revendication, de renégociation, et tout ça, ça ne met pas en sécurité. Voilà. Donc du coup, l'intervention, si elle s'axe sur l'activité de travail réelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à négocier, mais ça veut dire qu'il y a d'autres espaces pour le faire. Donc, à un moment donné, l'intervention santé au travail, elle doit parler de l'activité et de la santé. Alors, dans les types d'intervention, du coup, on en a trois grands types, axés sur les interventions et axés sur les risques. C'est plutôt des interventions qui vont permettre d'améliorer la gestion de soi. C'est très très répandu dans les organisations, avec beaucoup de recours à la psychologie du soutien. Il y a même des numéros verts aujourd'hui, c'est-à-dire que les numéros verts, je ne sais pas si vous connaissez, mais un salarié qui est en difficulté, il peut même de chez lui, c'est-à-dire que ça brise complètement les frontières du privé et du professionnel, de chez lui, peut appeler gratuitement un numéro et quelqu'un va l'écouter au bout du téléphone, j'allais dire, au bout du fil. Mais c'est une manière d'externaliser les recours, c'est-à-dire que personne n'en saura rien. La psychologie du soutien, des dispositifs qui permettent de s'adapter, et puis il y a beaucoup aussi d'entreprises, mais peut-être parce qu'elles sont aussi poussées par le cadre légal, qui se dotent de beaucoup d'indicateurs, de mesures, des tableaux de bord, on regarde des feux rouges, des feux verts, mais c'est des indicateurs qui principalement sont centrés sur des symptômes, c'est-à-dire les arrêts maladie, le turnover, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les accidents du travail, c'est-à-dire des indicateurs du trouble, pas des indicateurs du risque. C'est-à-dire on n'a pas d'indicateur sur le reste. Et du coup, ça leur donne un peu une illusion de maîtriser quelque chose, mais c'est factice, quoi. Mais c'est assez répandu. Et donc, dans la prévention axée sur les risques, vraiment quand on est dans l'opposé, dans cette extrémité, le travail des psychologues, c'est de rendre supportable l'insupportable, finalement. Comme si le travail était nécessairement une épreuve de souffrance et pathogène. Alors que, moi je suis psychologue du travail, je sais que le travail c'est aussi un opérateur de santé. Et donc voilà, là je vous ai mis juste quelques petits exemples qui me permettent de montrer un peu les différentes manières de penser l'intervention centrée sur les risques, c'est-à-dire voilà, hop, on a des compteurs, on est dans le rouge, on est dans le jaune, on est dans le vert, est-ce qu'on va bientôt dans le rouge? Et puis plutôt ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, techniques de relaxation, il faut bien respirer, on a des salles relaxation, d'accord? Bien, parce que des fois ça fait du bien.
Mais j'ai beau respirer par le ventre, si à un moment donné, j'ai pas les moyens de travailler, c'est vain tout ça, d'accord? Ça peut faire du bien, mais c'est quand même limitant du point de vue, justement, de la prévention des risques. J'ai encore... ça. Je ne sais plus à quelle heure on a commencé, donc c'est pour ça. Alors, les facteurs de réussite, par contre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de limites, c'est-à-dire que l'approche par les risques, elle est très répandue, c'est-à-dire que c'est quand même l'entrée privilégiée dans les organisations, les risques psychosociaux, elle reste quand même beaucoup critiquée, notamment par la clinique du travail. Et puis, il y a quand même des auteurs qui font de la bonne prévention des risques psychosociaux et qui ont listé différentes conditions de réussite pour parvenir à bien faire de la prévention primaire. Alors, déjà, agir sur l'organisation. C'est-à-dire que le meilleur moyen de savoir si on fait de la bonne prévention primaire, c'est d'aller voir si ça a réellement transformé les situations de travail. Est-ce que ma situation de travail a été transformée? Donc, agir sur l'organisation du travail. Deuxième condition, viser un changement durable. Et c'est-à-dire aussi un processus coopératif. Effectivement, c'est dur d'être tous autour d'une table pour se mettre d'accord sur un projet de prévention, mais si on arrive à se mettre dans ces formes de controverse, de confrontation de points de vue, là c'est peut-être le meilleur moyen de développer ensuite des compétences collectives pour intervenir sur les risques qu'on ne maîtrise pas bien, et puis pour développer la coopération des acteurs, parce que souvent on cloisonne, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas bien, il va voir son médecin du travail, il va voir son RH, il va voir son représentant syndical. Mais les acteurs ne coopèrent pas toujours sur ces questions-là. Donc l'intervention, elle doit être un processus justement pour améliorer leur coopération. L'implication du collectif, évidemment. La transparence et l'engagement fort de la direction, c'est aussi une condition qui est reconnue comme une clé de réussite des formes d'intervention. L'adhésion des acteurs, recherche de paritarisme, recherche de pluridisciplinarité. Il faut qu'il y ait de la confrontation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un consultant qui fasse son diagnostic et remette un petit cahier avec sa petite liste de préconisations, voilà ce qu'il faudrait changer. Non. Il faut vraiment qu'il y ait une co-construction d'un projet en lien avec ces questions-là. Ça ne peut pas être une externalisation. Et puis, Yves Clos, par exemple, dit le changement ou la transformation des situations de travail ne peut pas s'externaliser. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit le travail, justement, de l'organisation du travail. Et puis la participation des salariés, la participation des agents, évidemment, si on a besoin de comprendre leur situation de travail réelle, il faut aller les entendre, aller entendre ce travail réel. Alors, je vous ai dit des pratiques qui sont encore beaucoup critiquées, des pratiques centrées sur le risque. Pourquoi? Parce qu'ils donnent une lecture pathogène du travail, qui laissent dans l'ombre la fonction psychologique du travail, qui réduisent les liens santé-travail à de l'altération à éviter, à du risque à éviter, voire à de la maladie. Parce que bien connaître le risque, ça ne veut pas dire qu'on développe la santé. Je peux très bien connaître le risque, mais pas pour autant développer de la santé. La santé, c'est d'autres ressources. D'accord ? Quelle intervention sur l'organisation du travail, effectivement? C'est-à-dire qu'on voit que c'est beaucoup individualisé. Et donc, il y a une forte responsabilisation de l'individu, notamment dans les théories du stress. Quelle efficacité dans la durée? Et puis, on a Yves Clos, justement, qui nous dit l'approche par les risques, c'est aussi une approche hygiéniste de la santé au travail, qui va requalifier les problèmes du travail en vulnérabilité personnelle. Et qui va transformer les salariés en victimes et non plus en acteurs de leur situation de travail. Alors, et du coup, avec une diffusion de pratiques où on va dépister la souffrance, il faut repérer, il faut avoir des indices d'alerte, développer des cellules d'écoute psychologique, de la compassion, des soins. Donc, bien loin du travail. Bien loin du travail. Et donc, l'approche par les ressources, elle nous dit finalement autre chose. Elle nous dit que développer la santé, c'est développer des ressources psychosociales par le collectif de travail. C'est-à-dire que le collectif de travail est un opérateur essentiel de la santé au travail, parce que c'est le collectif de travail qui va me donner des règles,
de travail, des règles de métier. Il va aussi me transmettre une mémoire pour agir dans mon activité. Donc c'est le meilleur rempart finalement à la question des risques, ce collectif de travail. Donc on a une grande importance qui est donnée, notamment dans la clinique de l'activité, à la question du collectif de travail, mais aussi à la reconnaissance du travail et à la reconnaissance de soi dans le travail. Et puis, avec une approche qui vise justement, ce que je disais tout à l'heure, à développer de la délibération sur le travail et sur le travail bien fait. Permettre d'amener des collègues de travail à discuter des critères d'un bon travail, même s'ils ne sont pas d'accord. Le conflit, ce n'est pas mortel, et du coup, il va falloir développer cette discussion. Donc, dans cette approche-là, il n'y a pas finalement de bien-être qui soit déconnecté d'un bien-faire. Le bien-être, c'est pouvoir bien faire son travail. Et donc, il faut partir à la reconquête d'un pouvoir d'agir sur la qualité du travail. Donc, on a bien deux approches théoriques. Alors, je n'ai pas le temps de vous décrire toute la clinique de l'activité et les dispositifs d'intervention, ça prendra vraiment énormément de temps. Mais voilà, on a quand même deux approches théoriques qui vont orienter les actions en santé au travail. Une approche qui nous dit quoi ? Il faut prendre soin du professionnel. Donc là, on reconnaît plutôt l'approche centrée sur le risque, qui va privilégier justement une action individuelle dans les actions de prévention, où il va être question justement de gérer les situations à risque et de gérer les conséquences de ces situations à risque. D'accord ? Et puis, deuxième approche, prendre soin du travail. La deuxième approche, à partir des ressources psychosociales qu'on peut construire dans l'activité de travail. Donc, qui, là, nous propose une approche plus globale et plus collective. Donc, c'est deux orientations différentes, mais quand même qui peuvent être complémentaires. Donc, on a des grilles, on a des orientations différentes et on a des grilles théoriques différentes. C'est-à-dire d'un côté, on a le prendre soin du salarié, qui va nous donner une grille de lecture qui interroge plutôt le risque, c'est-à-dire identifier les composants toxiques de l'environnement pour les modifier, primaire, mais aussi former pour développer des compétences individuelles et collectives, c'est important. Et tertiaire, accompagner les salariés qui ont vécu des situations et qui ont des troubles aujourd'hui. Et puis on a une autre orientation de l'action du côté du prendre soin du travail et qui nous donne une autre grille de lecture, mais celle-ci qui interroge le travail. Comprendre le travail pour le transformer, on ne doit pas se passer d'aller voir l'activité de travail. Rendre les professionnels acteurs de leur santé, de la qualité de vie au travail et de la qualité du travail. Et puis développer ces ressources psychosociales justement par des espaces de débat, de délibération sur le comment et le pourquoi du travail. Alors je terminerai par ce constat-là, c'est-à-dire que beaucoup, les moyens sont focalisés sur le traitement des salariés épuisés, stressés, malades, en souffrance. Beaucoup quand même de moyens là-dessus. Peu de moyens quand même consacrés à la prévention. Ce qui me fait dire que c'est important peut-être de changer de paradigme, de renverser le triangle, pour concentrer peut-être plus nos efforts pour préserver la santé des salariés. Voilà, un changement de paradigme nécessaire vers le traitement, du traitement vers la prévention justement. Voilà, alors je ne sais plus à quelle heure on a commencé, mais je crois que ça fait plus d'1 heure. Et je vous ai donné quelques éléments de bibliographie, parce que j'avais oublié qu'il y avait la bibliographie qu'on distribue. Mais ça, je pourrais peut-être la laisser. Mais vous avez évidemment un ouvrage que je vous recommande, mais je crois qu'il est celui-là dans votre bibliographie d'Iflo, qui s'appelle Le travail à cœur, et qui est une critique justement des modèles très répandus axés sur les risques psychosociaux. On a Christophe Dejour, en psychodynamique du travail, voilà, avec son ouvrage Travail, usure mentale, qui nous parle aussi beaucoup de la question de la reconnaissance au travail, mais aussi de la question des stratégies défensives, c'est-à-dire pour tenir, vous l'avez, pour tenir dans cette épreuve de travail, justement quand ça nous résiste,
les individus ne sont pas passifs, mais ils se défendent de différentes manières, de manière individuelle et collective. C'est un ouvrage vraiment intéressant. Anne-Marie Dujarrier, qui est déjà dans vos références bibliographiques, le management des incarnés, c'est justement, tout à l'heure quand on parlait de l'écart entre prescrit et réel, elle montre justement comment l'impact finalement de l'idéal de cette prescription qui est assez déconnectée de la réalité du travail, mais pourtant les gens sont évalués non pas là-dessus, c'est-à-dire les techniques d'évaluation, je vous en connaissez, ils sont évalués là-dessus, donc du coup il y a un fossé. Et c'est un coût psychique, ça aussi. Alors moi, un ouvrage que j'ai coécrit avec Yves Grasset, Michel Debout et Olivier Bachelard sur les risques psychosociaux, vraie question, bonne réponse, 2011, parce qu'il y en avait eu un précédemment en 2008, mais du coup j'ai mis la dernière parution. Neubois et Vézina, alors là c'est un ouvrage vraiment assez complet, bien documenté sur le stress au travail, à la fois les modèles théoriques, mais aussi les méthodologies d'intervention. Vraiment très intéressant, et puis avec différents auteurs, parce que c'est, voilà, ils l'ont dirigé. Michel Vézina, voilà, qui nous présente aussi les différentes stratégies de prévention que je vous ai présentées tout à l'heure, voilà, qui ramène aussi cette question sur la sphère de la santé publique, santé au travail, santé publique. Et puis un article que j'ai écrit avec Philippe Sarnin qui essaye de montrer que justement l'intervention dans l'organisation est aussi un processus de coopération qui peut avoir des effets durables. Moi, je m'intéresse beaucoup dans le cadre de mes recherches à finalement comment ça résiste au temps, tout ça. À la durabilité d'une action de prévention. C'est pas juste avoir un plan d'action, c'est comment ça peut avoir encore des effets bien longtemps après. Sur la santé et le travail, évidemment. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, j'espère que j'arriverai à répondre. N'hésitez pas. Oui. Je crois que vous avez un petit micro là. Est-ce que le problème de la prévention, que ce soit dans le domaine de la santé, mais dans bien d'autres domaines, c'est tout simplement pas un problème de courte vue des décideurs qui préfèrent, on va dire, des bénéfices immédiats ou des moindres coûts dans l'instant, plutôt que d'imaginer de faire des choses dans le temps. Alors, du coup, je ne sais pas quelles sont vos habitudes, mais moi, je vais répondre à vos questions. Mais c'est intéressant peut-être que si d'autres personnes ont un point de vue, moi je vous invite peut-être à prendre la parole sur la question. Enfin, ça peut être une discussion collective du coup, puisque j'ai parlé beaucoup de discussion, d'espace de discussion. Donc c'est pas forcément un aller-retour comme ça dans un face-à-face, mais je vous invite aussi à participer à cette discussion collective. Alors du coup, les effets de bénéfices immédiats, en fait, c'est ça. J'allais dire, je peux pas vous dire non, quoi. Effectivement, si on a besoin d'avoir de bonnes conditions pour faire un travail bien fait, il faut qu'on puisse s'inscrire dans un projet à long terme qui a été pensé par les auteurs de cette organisation du travail, qui arrive à se réactualiser dans mon collectif du travail. Et forcément, c'est souvent... ça, c'est menacé par une recherche de bénéfices immédiats. Ça va pas forcément... oui, je pense que je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais qui est très répandu quand même aujourd'hui. Mais à la fois, parce que quand on parle de bénéfices immédiats, on a l'impression qu'on parle beaucoup d'entreprises privées, etc. Mais on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup de logiques qu'on réservait auparavant aux entreprises privées, qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup dans les entreprises publiques. Alors je ne sais pas si la question du bénéfice se pose, mais en tout cas, on doit faire face à des rationalités où on a besoin de budget, on doit pouvoir, c'est-à-dire que quand je travaille, ça s'appelle l'adressage du travail, c'est-à-dire que quand je travaille, par exemple, dans une institution publique, je travaille pour un usager, c'est-à-dire qu'il y a un destinataire de mon activité, et normalement, j'ai appris à travailler pour l'accompagner. On va dire qu'il n'y a pas de problème, etc. Mais aujourd'hui, quand je travaille, ça se brouille, c'est-à-dire quand je travaille pour qui? Je travaille pour lui, ou je travaille pour ma hiérarchie qui a besoin de renseigner des tableaux
on va renvoyer par exemple à d'autres institutions pour récupérer du budget. Donc quand je travaille, c'est compliqué toujours, c'est-à-dire qu'il faut que je l'aide lui, mais en même temps, il faut que je remplisse des cases qui disent pas grand-chose des fois de ma qualité du travail d'ailleurs. Mais les techniques managériales utilisées maintenant dans la sphère publique sont très proches, voire même conformes au fonctionnement, identique au fonctionnement du secteur privé. Il n'y a plus de différence. Très ressemblant, très ressemblant, c'est très... C'est les mêmes écoles qui font les mêmes managers, donc c'est simple. Peut-être logique, important. je veux dire. Ouais. Et c'est vrai qu'on a des modèles très très proches entre les deux maintenant. Évidemment. Oui. Votre idée là de changement de paradigme, comment vous arrivez à le diffuser dans le monde des gens qui sont en formation pour devenir manager, pour devenir responsable des ressources humaines? Est-ce que j'ai l'impression, en voyant les dates qui sont citées, que votre domaine d'activité est assez récent. Ça existe depuis longtemps dans les facs. J'ai l'impression que ça fait récent et que donc c'est encore moins répandu dans le monde de l'entreprise dû à ce côté un peu jeune. Et que voilà, combien il faudra attendre pour qu'on se rende compte qu'il y a un tas de choses qui sont très négatives dans la gestion des ressources humaines en général. Je peux répondre si vous voulez. Bah, je compléterai. Non, mais c'est ça. Peut-être allumer le micro. Oui, il y a vraiment une spécificité du management français. Les anglo-saxons ne gèrent pas de la même manière. En France, on a encore cette idée de caste. C'est-à-dire, on est les managers, on est la caste supérieure. J'en ai fait partie, donc je peux vous le dire, comment ça se passe. Ça veut dire que on doit manager les gens en leur mettant une pression dessus. C'est pas du tout le même management. C'est un management pyramidal. C'est-à-dire, vous avez le chef, la République française, c'est exactement ça, hein. Elle taille l'âge, hein, c'est-à-dire, vous avez le président de la République qui est en fait un roi, l'équivalent d'un roi, pareil. Vous avez ça dans les mêmes sociétés, c'est-à-dire que vous avez dans la société, vous avez un roi, et puis vous avez comment dire ça, les duchés, vous voyez, les duchés, puis les comtés, puis voilà. Et c'est comme ça que ça part d'en haut, ça va jusqu'en bas, et en broie. Et vous avez tous les gens qui sont mis en pression d'en haut jusqu'en bas. Voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu à l'intérieur de l'entreprise, des entreprises. Par contre, à l'inverse, lorsqu'il y a un changement d'organisation ou absorption d'une société par une autre, à l'inverse, les sociétés du Nord ont tendance à considérer les sociétés du Sud comme étant sous-développées. Hein. Oui. D'accord? Oui. Un Suédois considère un Français comme un travailleur inférieur. Oui, je suis d'accord. Et ça vient pourtant du modèle anglo-saxon. Non. Là, comment dire ça? Les pays scandinaves, c'est encore un autre modèle. Oui, c'est encore un autre modèle. Grosso modo, le modèle français, il se différencie du modèle anglo-saxon, puisque le modèle anglo-saxon est plus horizontal, plus transverse que le modèle français. Donc, le modèle français, il est sclérosant. Il est sclérosé et sclérosant. Le modèle, c'est Louis XIV. Absolument, tout à fait. D'accord. Vous l'aviez déjà vu comme ça ou pas? Le modèle. Pour vos On en considérations parle un peu comme ça. de scientifique, voilà. Pour revenir à la... Est-ce que c'est récent, ces questions-là C'est pas si récent que ça, parce que la clinique du travail, elle existe depuis pas mal de temps, mais je veux dire, c'est... voilà. On l'entend quand on choisit de l'entendre, c'est-à-dire quand on va dans des conférences, alors c'est beaucoup porté par le CNAM, donc, avec une formation vraiment spécifique en clinique du travail, avec cette dernière approche. Après, moi, pendant très longtemps, même en psychologie du travail, pendant mes études, on n'en a pas parlé.
Et puis, on voit aujourd'hui quand même beaucoup se répandre des nouvelles formations, par exemple des DU sur les risques psychosociaux au travail, des DU maintenant sur la qualité de vie au travail. En plus, voilà, les catégories bougent. On a très peu d'entrées quand même dans les écoles de management. Il y en a, hein, mais j'allais dire, c'est des petites touches comme ça, dans un petit programme. En fait, il n'y a pas vraiment une élaboration en formation initiale sur ces questions-là. Moi, je donne beaucoup de cours, par exemple, aussi dans les IUT, en hygiène, sécurité, environnement aussi, parce qu'eux, ils ont justement plein de tableaux de bord, que de dire la santé au travail, c'est pas que ça. Donc, il y a quand même des choses, c'est souvent des petites touches. Et puis, mais quand même, c'est pas si récent, mais ça demande véritablement une révolution et des efforts. Ça ne peut pas venir tout seul. Après, les DRH, ils viennent beaucoup se former aujourd'hui en formation continue sur ces questions-là. J'ai beaucoup de DRH qui font une VAE pour reconnaître un titre de psychologue. C'est-à-dire que d'une part, je pense que ça les interroge, et puis je pense qu'ils ne sont pas en très bonne santé au travail. Je pense que les DRH, ils dorment pas très bien. Et dans le domaine de l'administration publique, parce que moi je suis dans l'éducation nationale, c'est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Juste un petit exemple, il y avait un médecin pour l'ensemble de l'académie de Grenoble qui a démissionné l'année passée et qui n'est toujours pas remplacé. Ça doit faire 6 mois, il n'y a plus un seul médecin. Un médecin de l'inspection académique. C'est-à-dire quand vous aviez, comme vous le dites, il y a une individualisation croissante, c'est-à-dire quand il y a des problèmes, on ne les règle plus de manière collective, mais on renvoie la personne, si vous avez des soucis, allez voir le médecin ou allez voir l'assistante sociale. C'est-à-dire que les seules solutions qui sont proposées, alors qu'il y a de plus en plus de problèmes, c'est réponse individuelle, débrouillez-vous pour avoir ce qu'on appelle des points médico-sociaux. Et donc le médecin qui est là pour essayer d'aider ces personnes à démissionner, et il ne trouve personne. Parce que ce n'est pas un poste très recherché. Et puis même quand il y en a, ils n'ont pas beaucoup de temps à accorder. Parce qu'on voit qu'il y a des réformes dans les services de santé au travail. Ça c'est juste un exemple, mais je pense qu'au niveau des ressources humaines, je ne sais pas comment ces idées sont données au niveau des cadres, par exemple des administrations publiques. Est-ce qu'ils en ont au moins conscience de ces choses-là, à votre avis? Je ne sais pas. Alors je sais qu'il y a des... à quel niveau on les sollicite, je ne sais pas. Il y a des rapports aujourd'hui qui sont... par exemple, le Conseil économique, social et environnemental qui s'est vraiment intéressé aux institutions publiques et à l'administration et pour essayer justement de faire avancer ces questions-là de ces risques psychosociaux et de la santé au travail. Quelle répondance ça peut avoir, je ne sais pas. Après, on peut voir qu'effectivement, dans les administrations, il y a beaucoup de sentiments d'abandon quand même. Parce qu'il faut se débrouiller et qu'il n'y a pas forcément d'acteurs autour pour à la fois écouter, mais aussi transformer. Voilà. Oui, c'est très difficile aujourd'hui dans les administrations. Avec aussi une diminution significative des budgets, justement. Enfin, moi, je le vois à l'université, moi, j'ai même pas passé de visite médicale. C'est-à-dire, j'ai été la base, normalement, la base. Quand on travaille, à l'embauche, on a une visite médicale. C'est ce que je n'ai même pas vu. Mais la médecine du travail n'existe pas dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Il n'y a pas de médecine du travail. C'est moi. Ah, oui. Il y a le médecin dont parlait Christian, c'est un médecin de prévention. C'est même pas un médecin du travail. Enfin, et la visite, elle reste obligatoire. Mais il y avait autrefois une visite à l'embauche, je ne sais même pas si elle se fait encore, mais après il n'y a plus de médecine du travail. Donc ça veut dire quelle est l'importance de la question de la santé il y avait au travail il y a encore quelques années, il y avait la radio des poumons. Ça, on faisait ça quand même, mais ça n'existe plus. Même ça n'existe plus. Il n'y a plus aucune médecine du travail dans l'éducation nationale. Donc du coup, ce qui fait dire qu'il y a beaucoup de travail en santé au travail dans l'administration, dans l'éducation nationale notamment. Par rapport aux différentes interventions, c'est vrai que le mot manager
est arrivé et maintenant est surjoué. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'auparavant, quand il y avait des difficultés liées à l'organisation, on a mis en place des directeurs de ressources humaines. On pensait que c'était la panacée, que tout allait être réglé. En fin de compte, ça s'est vite, on a vite vu qu'il y ait les limites du système. On a mis des ingénieurs, là aussi également, on a dit tiens, il y aura les ingénieurs qui vont penser, les ouvriers qui vont produire. Ça n'a pas marché. Et là, on crée de plus en plus dans la littérature le mot manager qui est maintenant galvaudé. Hein. C'est vrai qu'elle plus avec les problématiques qu'on l'avait vu lors d'une précédente intervention où le manager n'avait plus pas du tout la réalité de terrain, la réalité de l'activité, puisqu'il était déjà arrivé automatiquement à des strates d'encadrement sans avoir l'expérience un peu de l'activité, des contraintes de terrain. Ouais. Donc là, c'est vrai que je ne pense pas que ce système-là va pouvoir régler les problèmes. Alors c'est vrai que vous évoquez un système d'organisation. Les entreprises ont du mal à se repositionner sur leurs propres organisations, déjà dans leur entreprise, et d'autant plus que lorsqu'on analyse les parties prenantes qui imposent le travail, souvent on sort de l'entreprise, puisqu'il y a souvent les clients, hein, les grandes organisations, hein, l'automobile, etc., qui vont avoir une influence très importante. Donc s'interroger sur ces différents... Donc c'est remettre en cause un peu les liens entre mon client, mon principal client, et ma marge de manœuvre pour organiser dans l'entreprise. Mais par rapport à votre constat, on l'a pour tout type de prévention. C'est vrai que dans les entreprises, on voit très facilement des analyses très réduites où la première solution, c'est la formation ou la remise en cause de l'individu. Donc on arrive très rapidement à l'accident de la défaillance, donc formation, mais remonter le temps et revoir les organisations, les liens, les parties prenantes, c'est très difficile. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, si on veut avoir de l'activité, il faut créer un organisme de formation, puisque les entreprises ont des devoirs de formation très importants. Tout est géré que par la formation. Je ne suis pas sûr que ce soit uniquement cette orientation-là qui sera durable pour une prévention durable. Après, on peut dire, déjà connaître les risques, c'est une bonne prévention. C'est-à-dire le salarié qui connaît les risques auxquels il peut être exposé, c'est déjà une très bonne manière de prévenir pour lui-même. Oui, on ne s'autorise pas à être curieux. C'est vrai que, ou comme vous l'avez dit, je comprends bien l'indicateur. C'est vrai que souvent on a un indicateur. À la limite, l'indicateur, c'est positif. La personne qui râle a déjà une stature qui puisse râler, etc. Et j'ai toujours tendance à dire, ce qui est le plus important, c'est d'écouter le silence. Dans les organisations, c'est souvent les personnes qui n'ont pas de possibilité de parler, qui sont très contraintes. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et quand elles sont en souffrance, quand elles manifestent leur souffrance, c'est vraiment des pathologies très graves. Et au niveau des pathologies, c'est grave, très grave, puisque le stress de manière intense et continue est déclencheur de cancer. J'ai vu des gens perdre la vue avec des trous dans la rétine, je ne me rappelle plus comment on appelle le foyer. Oui. Macula, je pense. Peu importe. Les risques squelettiques, c'est-à-dire donc ça veut dire les tendinites, les hernies discales, ça va très loin. Maladie cardiovasculaire. Absolument. Vous avez des troubles psychologiques ensuite, psychiques à très long terme, et quelquefois irréversibles. Donc le coût social, il est énorme. Et tout le monde se tait. Et tout le monde fait l'autruche. Il existe quand même une méthode qui permet de faire un travail de groupe, non pas verbal, où seuls ceux qui ont des bons poumons ou qui ont un niveau hiérarchique sont pris en compte et où il y a une censure de chacune des personnes. Moi, j'ai animé des réunions qui étaient par des discussions par écrit. Effectivement, les personnes écrivent leurs informations. Ça s'appelle la méthode Métaplan, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'ai eu amené à une direction
le résultat d'un tableau écrit. Le directeur sautait immédiatement pour savoir qui c'était. Je vais aller faire de la graphologie haute. J'ai dit, vous savez pas, si vous commencez comme ça, je vais aller sur toutes les cartes, on ne verra pas l'affaire. Alors j'ai dit, voilà ce que les gars ont pensé, alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Mais dans ce tableau, et c'était des chefs de service qui écrivent à leur directeur, il faudra qu'ils viennent avec son échelle pour se mettre à la hauteur de nous. Et le directeur se trouvait confronté. Donc je pense que les discussions par écrit sont peu pratiquées, mais je peux vous dire qu'elles sont très efficaces. Après, j'utilise les métaplans. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous ai présenté le modèle un peu avec les 4 dimensions là, systémiques, avec les ressorts, souvent j'utilise et je demande aux salariés et à Jean, dans un entretien collectif, d'écrire des éléments concrets de sa situation de travail, qui parlent de ses difficultés en lien avec ces questions-là. Vraiment des éléments concrets, et ensuite je m'en sers effectivement pour le restituer à un CHSCT, à une direction. Mais on voit qu'elle est souvent emballée par la phase diagnostic, mais qu'après, dans la phase plan d'action, elle recule un peu. Elle recule un peu, parce qu'en plus, je les sollicite beaucoup en général. Mais effectivement, c'est le passage par l'écrit, il permet d'encore plus de faire exister cette parole-là. Dans la mesure où vous levez le Lucas de l'orthographe. L'entrée, il faut dire que ce n'est pas l'orthographe qui compte, c'est ce qui sera écrit. Il n'y a pas de bonne mise. Voilà, sinon, vous avez des personnes qui persécutent les autres sous la raison qu'il y a une faute d'orthographe. D'accord. Oui, parce que le harcèlement, il n'est pas uniquement hiérarchie employée. Hein. Il peut être horizontal. Hein. Ah, mais donc, horizontal, vertical, descendant, ça peut être aussi ascendant. un salarié sur son responsable. Je l'ai vu aussi. Hein. Et des groupes. C'est des groupes, hein. Avec des groupes de pression, des manipulateurs, des pervers narcissiques. Cela c'est plus dangereux à déceler. Et c'est plus... Cela, alors... Oui, mais souvent, je ne dis pas. On dit quand même que le harcèlement, c'est un jeu à 3. Parce qu'il y a effectivement le dit pervers bourreau, il y a la victime, qu'on appelle la victimée des fois, et puis il y a l'organisation du travail, qui rend le phénomène possible. Et des fois même, on peut se dire, on déplace les deux personnes dans les mêmes ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas de harcèlement. C'est-à-dire qu'on se sert, c'est possible. L'organisation du travail fait qu'à un moment donné, c'est possible de mettre en place ce système de violence. Et les situations économiques, il y a pour beaucoup. Je veux dire que même toute la chaîne est mise sous pression, ce qui permet beaucoup de débordements. Aussi, alors, il y a tout, je dis même dans la fonction publique, on enlève des moyens. Moins il y a de moyens, et plus les problèmes ne sont pas résolus. C'est quelque chose qui est abordé aussi beaucoup par Christophe Dejour, qui parle de la souffrance éthique, c'est-à-dire être amené à faire des choses dans son travail, à faire des actes que moralement on réprouve, notamment par des comportements de violence envers des collègues pour justement être mieux pris, être mieux récompensé, être mieux vu. Et que quelque part, finalement, même si ça se passe, il n'en sort pas indemne, c'est-à-dire qu'il ne dort pas très bien. Ou alors, il a beaucoup de déni, mais en tout cas, c'est une souffrance éthique qui aujourd'hui a beaucoup de place dans les souffrances au travail. On demande aux salariés de tromper les clients aussi. Et ça, c'est extrêmement mal vécu par le salarié. C'est vraiment très mal vécu. C'est pour ça que même la question la plus simple qu'on peut, pour aborder des questions qu'on a l'impression, il faudrait avoir plein de méthodes, mais essayer de demander à les personnes si elles ont l'impression de travailler dans le respect de leur conscience professionnelle, c'est déjà un bon indicateur déjà pour les questionner. Parce que des fois, elle est complètement menacée. Mais c'est dommage que le travail ne soit pas facteur de plaisir. On devrait tendre vers ça. On devrait tendre pour que le travail, qu'on puisse travailler en engendrant du plaisir. Vous voyez, en faisant une tâche, un ouvrage dont on soit fier. Il y a le plaisir. Parce que les personnes, quand on leur demande de nous parler de leur activité, elles sont passionnées par la manière de... je sais pas, par les savoirs techniques qu'elles mobilisent. Moi, je suis toujours vraiment très intéressée par la manière dont elles parlent de leur métier, du faire. Et quand elles sont dans ce dialogue-là, il y a le plaisir. La personne a toujours, elle ressent quand même ce plaisir quand elle parle de son travail. Quand
quand elle le perd, effectivement, ça veut dire que C'est gentil. mais le plaisir, il est possible. Mais il y a du plaisir, parce que c'est vrai que sinon on noircit le tableau, c'est-à-dire qu'on dit que les organisations sont de plus en plus tendues, les hiérarchies sont de plus en plus pressantes, etc. Donc après, il n'y a plus que... Non, il y a des organisations, il y a des réussites économiques, il y a des groupes qui communiquent, etc. Ça permet de réduire, parce que sinon, il y aurait, même si ça évolue, il y aurait énormément de pathologies notifiées, etc. Donc soyons un petit peu optimistes en fin d'année quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que du noir, hein, il y a un peu de gris. À combien vous l'estimez dans la société française, dans les entreprises, dans la fonction publique, à combien est-ce qu'il y a eu des études qui mesurent l'étendue du mal? En fait, c'est... il va y avoir des calculs, mais qui vont être donnés par justement les taux d'indemnisation, par les maladies professionnelles, les accidents du travail. Donc, là, c'est une première manière de l'évaluer. Mais après, le reste est très très obscur en fait. Parce que les maladies professionnelles ne nous disent pas tout des problèmes de santé au travail. C'est une partie des problèmes de santé au travail. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, faire des actes qu'on réprouve moralement et qui nous habillent quand même, ça c'est pas une maladie professionnelle, mais en même temps la personne elle est en difficulté quand même. Donc il y a quand même une grosse partie qui est troublée, une très grosse partie qui est troublée. Il y a quand même des indicateurs importants. Après, en termes de chiffres, je ne sais pas en détail. Alors il y a aussi des sociétés, il y a des grandes sociétés, on ne dira pas le nom pour pas être poursuivi, où il y a beaucoup de suicides. Et en fait, il avait été décidé de manager les départs de cette façon-là pour ne pas payer les départs. Vous savez, les indemnités. Et ça limitait les indemnités et ça a été fait sur des grandes dimensions. Vous voyez, je veux dire, c'est pas juste une personne avec des services. On l'a généralisé la stratégie sur toute une entreprise, ou même des fois plusieurs entreprises, justement pour virer les gens sans leur donner une indemnité pour que ça coûte le moins cher possible à la société. C'est aussi des stratégies, hein, quelquefois. Mais ça veut dire que ceux qui les mettent en œuvre, j'imagine qu'ils ont une souffrance éthique. J'imagine. J'imagine. C'est-à-dire qu'ils sont amenés quand même à faire des actes qui réprouvent moralement. Vous savez, dans certaines réunions de cadre, vous savez comment ils se jugent? Comment ils se jaugent? Ils se jaugent en fonction des gens qu'ils ont virés, dégraissés. Moi j'en ai fait tant. Moi j'en ai fait tant. Ça c'est... D'accord? Donc là il n'y a pas d'éthique. Oui, c'est très violent. Pour donner une note. On appelle ça des idéologies défensives, de virilité. C'est-à-dire qu'on doit montrer à quel point on arrive à faire mal à l'autre pour se sauver. Mais c'est pour protéger, se protéger. Ah non, là c'est non. Parce qu'on se sent vulnérable. Ils s'auto-évaluent. Si vous voulez, c'est une genre de cotation qu'ils ont. C'est comme, moi je pèse tant de millions. S'ils le font, c'est bien qu'ils se sentent vulnérables, sinon ils n'auraient pas besoin de le faire. Croyez. Je pense que c'est plutôt un truc de valorisation. Pour repartir sur quelque chose d'optimiste, il y avait une émission, je ne sais pas si, un documentaire sur le bonheur au travail. Je ne sais pas si certaines personnes l'ont vu. C'était assez intéressant sur des entreprises qui mettaient en place justement d'autres organisations du travail. Et il y avait plusieurs témoignages qui notamment mettaient en avant qu'un des gros problèmes, c'était les cadres et surtout les cadres intermédiaires. C'est-à-dire que le modèle de l'entreprise libérée, là. Ouais, il y avait tout un tas de trucs. Il y avait plusieurs entreprises avec des modèles de fonctionnement différents, mais notamment cette idée que, en fait, la caractéristique des cadres intermédiaires, c'était que souvent, ils ne servaient pas à grand-chose, que deux, au mieux, quand ils ne servaient pas à grand-chose, déjà, c'était qu'ils n'emmerdaient pas ceux qui étaient en dessous, qui faisaient le travail réel, quoi. Donc il y avait des entreprises qui avaient supprimé ces strates de cadres intermédiaires et qui avaient fait des espèces de groupes de projets sur
les tâches qui étaient effectuées. Et en fait, les équipes s'organisaient, ils avaient, je ne sais pas, une production à réaliser, ils s'organisaient entre eux, donc beaucoup plus collectif. Oui, oui. C'est intéressant. C'est en émergence quand même, ça va beaucoup. Et puis on voit que des fois le modèle il va tellement, il va plus loin et il y a même une participation des salariés au capital, un peu sous la forme des SCOP, avec une redistribution des bénéfices et puis du coup un dirigeant qui accepte d'être moins gourmand. Ça change aussi les règles sociales, quoi. Le bonheur au travail montrait que, en fin de compte, vous savez, on avait développé des outils de contrôle, donc les chefs intermédiaires pour contrôler, en fin de compte. Et en fin de compte, ce film-là montrait que les gens pouvaient s'auto-contrôler, en fin de compte, comme ils avaient une valeur humaine, une valeur du travail, du bon travail. En fin de compte, s'il y avait quelqu'un qui était en défaillance par rapport à ça, il y avait une autorégulation. Il n'y avait pas besoin de ces strates importantes de hiérarchie pour... Du coup, on en a parce que... L'entreprise qui est en pointe là-dessus, c'est une entreprise Favi. C'est une fonderie de bronze qui est dans le nord de la France, qui d'ailleurs publie des documents, si vous voulez, qui a organisé ses équipes sur ce style-là, et qui d'ailleurs s'est affranchi en plus de l'organisation type qualité, qui répondent en disant chez nous il n'y a pas de responsable qualité, si vous voulez, tout le monde fait effectivement un travail de qualité, et c'est des personnes des équipes qui répondent aux clients et compagnie. Pour retrouver sur internet, ils ont fait pas mal de travail de diffusion. Alors une entreprise mexicaine, une très grande entreprise mexicaine, où les employés, en fait ce sont des techniciens, où les techniciens votent pour le cadre pour une année. Chaque année, ce sont les techniciens qui votent pour leurs dirigeants. C'est les SCOP, ça. Moi j'étais dans une C'est SCOP. pas mal. Non. Non. Si. Parce qu'on n'était pas nombreux. Donc après, il y a des très grandes entreprises qui fonctionnent en SCOP quand même. Avec des assemblées générales, où il y a des élections, sur des résolutions importantes, l'élection du gérant. Mais là, participation au capital, redistribution. Ils votent aussi pour les chefs d'équipe ou... non, que pour les dirigeants. Là, moi je parle des chefs d'équipe. C'est pas pareil. Et tout ça, c'est... Fagor, il fonctionnait sous ce système-là. Mais cette fameuse entreprise mexicaine, c'était vraiment les chefs d'équipe qui étaient élus par le personnel. Et c'est vrai que tout ça, c'est très intimement lié à notre histoire, quoi. On a tout le temps eu l'habitude de fonctionner sur des modèles hiérarchiques. Je me rappelle, il y a 30 ans, on s'est bagarré dans l'éducation nationale contre ce qu'on appelait les maîtres directeurs. C'est-à-dire qu'on voulait mettre, à l'époque c'était M. Monory qui voulait mettre un chef d'établissement. Et à l'époque, la taille moyenne des écoles en France était 4 classes. Donc on avait dit, il n'y a pas besoin pour 4 classes qu'on ait un chef, quoi. Il y a besoin que tout le monde se sente impliqué à part égale dans la vie de l'école et s'implique dans le fonctionnement. Et j'ai un père d'élève qui était venu me voir en me disant, mais moi je suis cadre dans l'industrie et j'ai essayé de faire ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de responsabiliser les ouvriers qui étaient sous mes ordres. Et je leur ai dit, allez-y, organisez-vous, faites des choses, prenez-vous en charge. Et les gars, ils en ont profité pour tirer au flanc, pour faire. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous demandez là? Pendant toute leur scolarité, on leur a dit, tu écoutes ce que dit le maître, tu te tais, tu obéis. Ils se sont retrouvés à l'armée, parce qu'à l'époque il y avait encore l'armée, on leur disait tu te tais, tu écoutes ton chef et tu obéis. Ils se sont retrouvés après dans les entreprises, on leur a dit tu as des cadres, tu as des chefs qui vont te dire ce que tu dois faire, tu fais et tu te tais. Et là d'un seul coup, il y a un gars qui leur dit mais allez-y les gars, organisez-vous. Ça s'apprend, c'est quelque chose qui... La négociation, la réflexion collective, c'est une formation, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi ce que je trouve un peu inquiétant dans l'évolution de la société, c'est que je trouve que les lieux de formation collective, on est en train de les... Enfin, je trouve qu'on a un peu perdu la fréquentation des lieux de formation collective, où on est là, on faisait de l'élaboration collective de pensée. Je sais pas, je repense à une vingtaine d'années en arrière, moi j'ai vu des AG syndicales où on se retrouvait à 80, 100. On se retrouve une dizaine à présent. Et c'était des lieux où on apprenait à penser, mais on apprenait surtout à regarder des éclairages différents de sa propre pensée. C'est-à-dire que vous voyez un problème comme ça, et puis vous apercevez que quelqu'un regarde comme ça, vous dites au début, mais c'est pas possible, on ne parle pas de la même chose, et puis si, mais c'est simplement un éclairage différent. Et petit à petit, vous
découvrez le monde, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir découvert le monde dans des lieux comme ça de pensée collective. Et ces lieux-là, voilà, je sais pas, les grands lieux de la pensée, on n'a plus le temps, on n'y arrive plus, et du coup, c'est difficile de remettre en cause les modèles dominants qu'on reçoit par les médias, la radio, la télé, et de penser que d'autres organisations sont possibles. On n'a pas besoin de chefs, qu'on peut fonctionner en collectif, qu'on peut élaborer des choses ensemble, et qu'on est aussi intelligent qu'une personne, un individu qui est au-dessus, quoi. Surtout quand on a des responsables qui... voilà, quelqu'un qui est supérieur, votre supérieur hiérarchique. Mais au moins j'aimerais qu'ils soient des supérieurs, ouais. C'est pas le cas. Souvent. Ils sont hiérarchiques, mais pas supérieurs. C'est vrai qu'on est très façonné par ce modèle-là. Comme disait Monsieur Louis XIV, on est resté bloqué. Et que la personne, il lui faut tout un parcours pour qu'elle puisse s'autoriser, effectivement, parfois à prendre des initiatives, à innover. Parce que sortir du cadre, c'est être en faute parfois. On a tellement appris des rôles, c'est des rôles sociaux en fait. Tu es au travail et donc tu fais avec le rôle social que tu as appris. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'il faut apprendre un peu différemment à nos enfants. Il travaille. Oh, j'y travaille. Non, mais collectivement, je parle. Il y a du travail. Il y a du travail aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un positionnement au niveau de tout ce qui reste psychosociaux, mais de manière plus concrète, en relation avec les documents uniques? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on remplit pour remplir, ou est-ce qu'il y a réellement une réflexion au niveau du législateur pour faire remonter les problèmes? Dans les entreprises que j'ai pu côtoyer, c'est un bel embêtement, quoi. Enfin, un embêtement. C'est-à-dire, c'est rarement... on dirait que c'est pas une occasion de... C'est pas considéré comme une occasion vraiment de progresser. Parce que déjà, ils ont été peu accompagnés aussi. C'est-à-dire qu'on souvent, on refile ça à un DRH ou parfois quand on l'a aux responsables hygiène, sécurité, environnement, quand on est dans une grande entreprise, etc. Et du coup, ça devient une formalité administrative, juridique, mais qui ne donne pas lieu, en tout cas dans leur représentation, à beaucoup de problèmes. En général, ils sont assez embêtés avec... alors après, bon, il y a les risques psychosociaux, donc souvent, parce qu'il y a différentes classifications dans les risques professionnels, c'est vrai que la question des risques psychosociaux, ils sont un peu plus embêtés avec cette question-là. Et du coup, on voit que c'est souvent un acteur qui se charge de ce document et il a du mal quand même à impliquer le reste justement des acteurs qui ont aussi leur mot à dire, donc vraiment dans une démarche beaucoup plus partagée et collégiale qui permet aussi de... Mais c'est quand même une approche donc centrée sur les risques où du coup on va identifier le facteur de risque, mettre la mesure en face sans savoir qu'effectivement peut-être le risque c'est d'aller dans un standard parce que ce qui peut être efficace pour une partie, voilà, il y a différentes équipes de travail, donc je ne peux pas non plus standardiser comme ça des réponses pour les appliquer pour tout le monde, parce que du coup je vais venir fragiliser tout un tas de manières de travailler qui se sont construites dans le temps, collectivement. Donc souvent c'est des outils qui standardisent, mais qui nous donnent peu à voir l'activité réelle. Du coup, on prend des raccourcis. Un document unique, c'est un peu un principe économique. On a le risque, et là, il faut mettre la mesure. Mais du coup, on ne peut pas aller vraiment dans l'épaisseur de l'activité de travail. Mais ils sont embêtés avec ça. Par expérience, remplir un DER, c'est très embêtant en fait. Je peux dire par contre que pour une fois l'éducation nationale est peut-être un petit peu en avance parce que le logiciel utilisé, c'est encore le logiciel utilisé par l'Académie de Grenoble est un logiciel collaboratif pour la rédaction du DER.
C'est le micro qui ne fonctionne pas. Je crois que c'est tout à l'arranger. Ah, c'est bon. Oui, je voulais dire qu'il y a une autre forme de souffrance au travail qui est un peu partagée par tout le monde, puisque je trouve que quand on emploie des mots comme plan social et partenaires sociaux, je trouve que c'est un peu se moquer du monde, parce qu'un plan social, ça ne veut pas dire ce que c'est réellement. Les partenaires sociaux, ils ne sont pas égalité, donc c'est aussi tromper le monde. Il y a aussi une autre souffrance du travail qui n'est peut-être pas au travail, mais qui est la représentation du monde du travail qui est donnée par la société et par les médias en particulier, qui est vraiment lamentable. Le travail, par exemple, des ouvriers n'est pas du tout représenté nulle part, il n'existe pas, comme s'il n'y avait absolument aucun chantier dans notre pays, aucune usine. Et seul par contre, dans les feuilletons ou dans les émissions, on va au bureau. On va au bureau. Tout le monde travaille dans les bureaux dans notre pays. Et il y a une autre violence terrible, c'est celle de la pression par rapport aux chômeurs, qui est toujours culpabilisante, extrêmement culpabilisante. Et on voit encore ça par certains candidats dans notre campagne régionale qui parlent encore des chômeurs comme des personnes assistées. Et je trouve que là, c'est aussi une très grande souffrance pour toute la société, pour tous les travailleurs et tous ceux qui cherchent le travail. Et qui ne résout rien au niveau social. Je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a deux souffrances parfois bien distinguées, mais en tout cas qui sont bien là, c'est-à-dire la souffrance liée au chômage, mais plus largement aux conditions d'emploi, c'est-à-dire à la question de la précarité, mais aussi de la précarisation, c'est-à-dire que tout le monde se sent un peu vulnérable par rapport à ces questions-là. Et ça alimente, ça a des effets en tout cas sur la question sur la santé en fait, sur notre façon de vivre, notre façon de nous projeter dans l'avenir, c'est-à-dire d'avoir des projets, d'avoir tout un tas de choses qui nous construisent justement. Cette souffrance-là, et c'est vrai que des fois on peut être mal à l'aise de parler de la souffrance au travail, parce que souvent on peut nous dire oui mais déjà ils ont un travail. Oui. Et le paradoxe, c'est que souvent ils disent qu'ils en ont trop en plus. Et donc on se dit, mais comment s'en sortir finalement? Moi je me dis qu'effectivement, ces deux souffrances, elles sont là en tout cas, et l'une ne doit pas en tout cas venir taire l'autre, mais en tout cas il faut se donner les moyens de les entendre. Je suis vraiment d'accord avec vous en fait. Mais c'est vrai que moi je ne vous ai pas parlé de ces questions-là, mais je m'intéresse beaucoup. Évidemment à cette question du sans-travail en fait, et en lien avec la santé. Je veux dire aussi le fait d'en parler, c'est absolument énorme. Dans mon travail, je n'ai pas eu l'occasion effectivement d'avoir accès à ces possibilités, ni à cette connaissance, sauf à un moment donné, mon syndicat, la CGT, a organisé à l'hôpital une conférence avec M. Dejour, je crois, sur la souffrance au travail. Et beaucoup de cadres hospitaliers sont venus. J'étais vraiment étonnée. Et effectivement, ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Les cadres et aussi aux employés. Même si ce n'est pas individuellement qu'on s'est exprimé, mais au moins les choses étaient dites. Voilà. Dites quelque part et tout le monde les a entendues. C'était important, très important. Ouais. Merci alors pour ce que vous faites. Merci. Il est temps de se quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre invitation.